À Noël, j'ai décidé de déposer ma fille de 8 ans et sa petite sœur de 3 ans chez mes parents en leur disant « Allez-y, entrez les filles. Je dois aller voir votre père à l'hôpital. » Mais mes parents leur ont refusé l'entrée. Maman a dit « Fichez le camp. On n'a pas besoin de vous ici. » Papa a ajouté « Allez déranger quelqu'un d'autre. » Puis ils leur ont claqué la porte au nez. Ma fille a dû rentrer à pied avec sa petite sœur dans le froid glacial, en la portant, sans avoir la moindre idée de l'endroit où elle se trouvait. Elle a marché, perdue pendant des heures. Ma fille de 3 ans s'est effondrée d'épuisement et de froid. Ma fille de 8 ans a essayé de la porter, mais a finalement perdu connaissance elle aussi, dans la rue. Un inconnu les a trouvés et les a emmenés à l'hôpital, d'où l'on m'a contacté. Quand j'ai appris ce que mes parents avaient fait, je n'ai ni crié ni pleuré. J'ai agi. Quelques heures plus tard, leurs vies ont commencé à s'effondrer. Le couloir de l'hôpital sentait l'antiseptique et la cire. Mon mari était allongé dans un lit 3 étages au-dessus, se remettant d'une opération d'urgence après un accident de voiture ce matin-là. Le jour de Noël s'était transformé en cauchemar en quelques heures, mais je n'aurais jamais imaginé que cela puisse empirer. Le chirurgien m'avait promis qu'il irait bien, qu'il avait juste besoin d'être surveillé pendant la nuit. Nos filles étaient censées être en sécurité chez mes parents pendant que je restais à son chevet. Mon téléphone a vibré à 18h47. Numéro inconnu. J'ai failli l'ignorer. Madame Anderson, ici l'hôpital général de Riverside. Nous avons vos filles ici. Elles ont été amenées en ambulance il y a environ 20 minutes. Un froid glacial m'a envahi. Quoi? Mes filles sont avec mes parents. Il doit y avoir une erreur. Pas d'erreur, madame. Maisie, 8 ans, et Ruby, 3 ans. Maisie avait votre numéro sur un bout de papier dans la poche de sa veste. Elles sont traitées pour hypothermie et épuisement. Vous devez venir immédiatement. J'ai couru, attrapé mon manteau, dit à une infirmière où j'allais, sprinté à travers les couloirs et jusqu'au parking. L'hôpital général de Riverside était à l'autre bout de la ville. Le trajet a duré 18 minutes, qui m'ont semblé 18 heures. La neige tombait à gros flocons, recouvrant le pare-brise plus vite que les essuie-glaces ne pouvaient la dégager. L'infirmière des urgences m'a conduite directement à elle. Maisie était dans un lit, Ruby dans un autre, toutes deux sous des couvertures chauffantes avec des perfusions dans leurs petits bras. Les lèvres de Ruby avaient encore une teinte bleutée. Les yeux de Maisie étaient ouverts, fixant le plafond. « Maisie, mon bébé, que s'est-il passé ?» J'ai saisi sa main, glacée malgré les couvertures. Sa voix est sortie, rauque et faible. Mamie et papy n'ont pas voulu nous laisser entrer. On a marché. Ruby était si fatiguée. J'ai essayé de la porter, mais je ne pouvais plus. Puis tout est devenu noir. Le médecin m'a prise à part. Un homme d'une 50aine d'années, avec des yeux bienveillants et une expression sombre. Votre fille aînée a porté la plus jeune sur ce que nous estimons être près de 3 km par des températures négatives. Un homme nommé Gerald Fitzpatrick les a trouvés effondrés sur Morrison Street. Il a immédiatement appelé le 911. Il leur a probablement sauvé la vie. 1 heure de plus. Dehors. Il n'a pas terminé sa phrase. À 3 km d'où? Monsieur Fitzpatrick a dit qu'il les avait trouvés à environ 3 pâtés de maison d'Oakwood-Lan. La rue de mes parents. La réalité m'a frappé comme une vague d'eau glacée. J'avais déposé les filles là-bas à 15h30, leur disant d'entrer pendant que je retournais voir leur père. Ma mère savait que je venais. Nous nous étions arrangés ce matin-là, avant l'accident. Elle avait insisté, disant qu'il serait heureux de garder les filles, que c'était le moins qu'il pouvait faire en ces temps difficiles. Maisie s'est mise à pleurer. Pas de grands sanglots, juste des larmes silencieuses qui coulaient sur ses joues. Mamie a ouvert la porte quand j'ai frappé. Elle nous a regardés bizarrement et a dit « Fichez le camp. On n'a pas besoin de vous ici. » Je lui ai dit « Tu avais dit qu'on pouvait entrer. » Puis papy est venu et a dit « Allez déranger quelqu'un d'autre. » Très méchamment. Ils ont fermé la porte. J'ai frappé à nouveau, mais personne n'a répondu.
Ruby s'est agitée dans son lit en gémissant. Maman, j'avais si froid. Maisie me tenait, mais j'avais tellement mal aux pieds. Le médecin est revenu. Nous les hospitalisons toutes les deux pour la nuit en observation. L'hypothermie était sévère, surtout pour la plus jeune. Elles sont stables maintenant, mais nous devons surveiller d'éventuelles complications. Je suis restée avec elle jusqu'à ce qu'elle s'endorme, puis je suis retournée à la chambre de mon mari. Il était réveillé, groggy à cause des analgésiques, mais assez alerte pour comprendre quand je lui ai raconté ce qui s'était passé. Son visage a blêmi. Tes parents ont fait quoi? Ils les ont laissés dehors dans le froid le jour de Noël pendant que j'étais ici avec toi? Sa mâchoire s'est crispée. Qu'est-ce que tu vas faire? Je me suis assise sur la chaise en vinyle à côté de son lit, regardant la neige continuer de tomber. Quelque chose s'est durci dans ma poitrine, une résolution qui semblait être d'acier. Je vais m'assurer qu'ils comprennent ce qu'ils ont fait. Pas avec des mots. Les mots ne fonctionnent pas sur des gens comme eux. Mes parents avaient toujours été froids, distants, plus soucieux des apparences que des véritables liens familiaux. Mon enfance a été remplie de critiques et de standards impossibles à atteindre. Ma sœur a reçu l'affection, les louanges, le soutien financier. Moi, j'ai eu droit aux leçons sur le fait de ne pas être assez bien, de ne pas essayer assez fort, de ne pas être à la hauteur de leurs attentes. Quand j'ai épousé David, ils ont boycotté le mariage parce qu'il venait d'une famille ouvrière. Quand Maisie est née, ils sont venus à l'hôpital pendant 15 minutes, ont pris une photo et sont partis. La naissance de Ruby n'a même pas mérité une visite. Mais ça. Laisser 2 jeunes enfants dans le froid glacial. Cela dépassait toutes les limites possibles. J'ai passé la nuit à faire des recherches, à passer des appels, à rédiger des emails. Au matin, j'avais un plan. Mes parents possédaient un petit cabinet comptable qui servait à environ 40 entreprises locales. Mon père gérait les finances, ma mère les relations clients. Leur réputation était tout pour eux. Ils avaient bâti leur entreprise sur l'image de piliers de la communauté, fiables et dignes de confiance. J'ai commencé par les réseaux sociaux. J'ai créé une publication détaillée sur ce qui s'était passé, sans citer de nom, mais en donnant suffisamment de détails pour que toute personne du coin sache exactement de qui je parlais. J'ai décrit 2 jeunes enfants renvoyés le jour de Noël, laissés à geler, manquant de mourir. J'ai demandé aux gens de réfléchir à quel genre de grands-parents ferait une chose pareille. Je l'ai posté sur tous les groupes communautaires locaux, associations de quartier et réseaux de parents que j'ai pu trouver. Les réponses sont arrivées en quelques heures. Des centaines de commentaires exprimant l'horreur, exigeant de savoir qui ferait une telle chose. Plusieurs personnes ont reconnu le nom de la rue que j'avais mentionné. Quelqu'un a identifié la page professionnelle de ma mère. Ensuite, j'ai contacté les services de protection de l'enfance, CPS, déposé un rapport formel pour mise en danger d'enfants, fourni les dossiers médicaux, le rapport de police déposé par l'hôpital, les déclarations des médecins. Et j'ai nommément désigné mes parents comme ceux qui avaient renvoyé 2 enfants mineurs dans des conditions météorologiques dangereuses. Puis, j'ai appelé chacun de leurs clients professionnels. J'ai expliqué, calmement et professionnellement, que mes parents avaient mis mes enfants en danger, que la police enquêtait, que le CPS était impliqué. Et j'ai suggéré qu'ils pourraient vouloir se demander si des personnes capables de tels actes devraient gérer leurs dossiers financiers et leurs informations commerciales sensibles. Le 2e jour, 12 clients avaient résilié leur contrat. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner, amis, parents éloignés, gens de mon ancien quartier. Tout le monde voulait savoir si l'histoire était vraie. J'ai confirmé chaque détail. Ma mère a appelé le 3e jour. Qu'est-ce que tu as fait? Notre entreprise s'effondre. Les gens disent des choses horribles sur nous. Vous avez laissé mes filles mourir de froid le jour de Noël. On ne savait pas qu'elles allaient s'éloigner. On pensait que tu reviendrais les chercher. Vous leur avez claqué la porte au nez. Maisie a 8 ans. Ruby en a 3. Elles ont failli mourir. Tu exagères. Elles vont bien maintenant, n'est-ce pas? J'ai raccroché. J'ai ensuite appelé l'avocat. J'ai fait rédiger une ordonnance restrictive leur interdisant de s'approcher à moins de 150 mètres de mes enfants. Je l'ai déposée cet après-midi-là.
Le journal local a repris l'histoire le 4e jour. Un article sur des enfants retrouvés presque gelés, sur des proches négligents, sur l'indignation de la communauté. Ils n'ont pas utilisé de nom, mais ont inclus suffisamment de détails pour que les liens soient faciles à faire. La section des commentaires a explosé. Mon père s'est présenté à l'hôpital le 5e jour. La sécurité l'a arrêté à l'entrée. L'ordonnance restrictive avait été approuvée et signifiée. Il est resté dehors dans le froid, criant des choses sur la famille, le pardon et les malentendus. Un agent de sécurité lui a dit de partir ou il serait arrêté pour violation de l'ordonnance. À la fin de la première semaine, mes parents avaient perdu plus de la moitié de leurs clients. Les autres ont commencé à poser des questions, à demander des documents, à exprimer leurs inquiétudes. L'entreprise qu'ils avaient mis 30 ans à construire s'est effondrée comme un château de sable. J'ai tout documenté. J'ai créé une feuille de calcul suivant quels clients partaient, quand ils résiliaient leur contrat, les raisons qu'ils donnaient. Pas pour ma satisfaction personnelle, mais pour l'audience de l'ordonnance restrictive et le procès pénal. Les preuves comptaient. Les émotions n'influençaient pas les juges, mais les faits, si. Ma tante Paula, la sœur de ma mère, est venue chez moi le 6e jour. Elle a frappé fort, avec insistance, jusqu'à ce que j'ouvre enfin la porte. Son visage était rouge de colère. Tu dois arrêter cette chasse aux sorcières immédiatement. Ta mère fait une dépression nerveuse. Ton père peut à peine fonctionner. Ce que tu fais est cruel et vindicatif. Ce que je fais, Paula? Ils ont laissé mes enfants dehors dans un blizzard. Maisie a porté Ruby sur 3 kilomètres par des températures négatives. Elles ont failli mourir. C'était un malentendu. Ils pensaient que tu revenais tout de suite. Un malentendu, ce serait une confusion sur l'heure. Ils ont dit à mes filles de ficher le camp et d'aller déranger quelqu'un d'autre. Ce sont leurs mots exacts à une enfant de 8 ans et une de 3 ans. L'expression de Paula a changé, l'incertitude s'installant. Ta mère a dit qu'ils avaient juste dit aux filles d'attendre dehors 1 minute, qu'ils allaient les laisser entrer mais qu'ils ont été distraits. C'est un mensonge. Maisie a tout décrit. La porte s'est ouverte. Ma mère les a regardés et a dit, fichez le camp. On n'a pas besoin de vous ici. Mon père a ajouté. Allez déranger quelqu'un d'autre. Puis ils ont fermé la porte et ignoré ses coups répétés. Ce n'est pas de la distraction. C'est de la cruauté délibérée. Peut-être que Maisie a mal compris. Elle n'a que 8 ans. Les médecins ont trouvé les 2 filles inconscientes dans la rue. La température corporelle de Ruby était dangereusement basse. 1 heure de plus et nous serions en train de préparer des funérailles au lieu d'une convalescence. Il n'y a aucun malentendu qui puisse expliquer ça. Paula est restée là, ouvrant et fermant la bouche, cherchant des arguments qui ne venaient pas. Finalement, elle a redressé les épaules. Tu es en train de détruire ta propre famille. Quand tu te calmeras et que tu réaliseras ce que tu as fait, il sera trop tard pour réparer. Je protège ma famille. La famille qui compte. Mon mari, mes filles. Des gens qui s'aiment vraiment et qui n'abandonnent pas des enfants dans la neige. Elle est partie sans un mot de plus. J'ai regardé sa voiture disparaître au bout de la rue, puis je suis rentrée pour voir les filles. Les séances de thérapie ont commencé cette semaine-là. La docteure Patricia Hammond était spécialisée dans les traumatismes infantiles. Son cabinet avait un éclairage doux, des fauteuils confortables et des murs peints en bleu et verts apaisants. Elle a passé la première séance à simplement parler à Maisie de l'école, de ses amis, de ses activités préférées, instaurant la confiance avant d'aborder les sujets difficiles. Je m'asseyais dans la salle d'attente pendant ces sessions, lisant des magazines sans en absorber un seul mot, pensant seulement à ce que Maisie était en train de traiter là-dedans, à la peur et à la confusion qu'elle avait ressentie. Après la 3e séance, la docteure Hammond a demandé à me parler en privé. Maisie présente les symptômes classiques du stress post-traumatique. Les cauchemars, l'hypervigilance, l'anxiété d'être laissée quelque part. Elle n'arrête pas de me demander si ses grands-parents vont revenir pour lui faire du mal. Ils ne le feront pas. L'ordonnance restrictive y veille. Elle a besoin de le croire. En ce moment, elle est terrifiée à l'idée qu'ils apparaissent à l'école, au parc, n'importe où.
Elle ne se sent pas en sécurité. Que puis-je faire? Maintenez des routines constantes. Rassurez-la fréquemment. Ne minimisez pas ses peurs et ne lui dites pas qu'elle exagère. Son traumatisme est réel et valide. Et surtout, continuez ces séances. Nous allons surmonter cela ensemble, mais ça prend du temps. Du temps. Quelque chose que mes parents avaient volé à ma fille. Au lieu de profiter de son enfance, Maisie passait maintenant des heures en thérapie, apprenant à se sentir à nouveau en sécurité. Maisie et Ruby sont rentrés à la maison après 4 jours. Ruby s'est remise rapidement, avec la résilience des très jeunes enfants. Maisie faisait des cauchemars, se réveillant en pleurant, parlant du froid, des portes qui claquent, de personne pour l'aider. Nous avons commencé la thérapie immédiatement. David s'est bien remis de son opération. Il est rentré après 5 jours, encore endolori, mais en voie de guérison. Nous avons établi une nouvelle normalité, une où mes parents n'existaient plus dans nos vies. L'enquête de police s'est terminée en 3 semaines. La détective Sarah Morrison a personnellement traité l'affaire. Elle est venue chez nous 2 fois, a interrogé Maisie en présence d'un psychologue pour enfants, a examiné les dossiers médicaux et a parlé avec Monsieur Fitzpatrick. C'est l'un des cas les plus clairs que j'ai vus, m'a-t-elle dit lors de sa 2e visite. Habituellement, avec les situations familiales, il y a de l'ambiguïté, des paroles contre paroles. Mais le récit de votre fille correspond parfaitement aux preuves matérielles. La distance qu'elle a parcourue, la chronologie. Les conditions météorologiques. Et le témoignage de Monsieur Fitzpatrick est puissant. C'est un témoin crédible sans aucun intérêt dans l'affaire. Vont-ils vraiment être inculpés? Le procureur va très certainement aller de l'avant. Mise en danger d'enfant, probablement au niveau du délit mineur étant donné qu'il n'y a pas eu de préjudice physique direct. Mais les circonstances sont aggravantes. Laisser des enfants dehors par un temps dangereux montre un mépris total pour leur sécurité. Mes parents ont été formellement accusés un jeudi matin. J'ai reçu un appel du bureau du procureur m'informant des charges et me demandant si je serais prête à témoigner. J'ai accepté immédiatement. Leur comparution a eu lieu la semaine suivante. Je n'y ai pas assisté, mais leur avocat m'a contacté par la suite, suggérant une rencontre pour discuter d'une résolution. L'avocat Richard Chen, que j'avais engagé pour l'ordonnance restrictive, m'a conseillé de refuser tout contact. Ils veulent que vous retiriez les charges ou que vous convainquiez le procureur de les réduire. Ne leur donnez pas cette opportunité. Laissez le système faire son travail. Et s'il présente des excuses? Est-ce que cela changerait quelque chose pour vous? J'ai pensé au cauchemar de Maisie, aux questions confuses de Ruby sur la méchanceté de sa grand-mère, aux factures de thérapie, à la peur qui persistait dans les yeux de ma fille. Non. Rien de ce qu'ils pourront dire ne changera ce qu'ils ont fait. Alors, tenez-vous-en à cela. Ne les rencontrez pas. N'acceptez pas leurs appels. Ne vous engagez pas. Vous avez déposé une plainte parce qu'un crime a été commis. Laissez la justice s'en occuper à partir de maintenant. Le procureur a été agressif, utilisant les dossiers médicaux et le témoignage de Monsieur Fitzpatrick pour monter un dossier solide. Mes parents ont engagé un avocat coûteux, épuisant leurs économies pour se battre. Ils ont perdu. Tous 2 ont été reconnus coupables de mise en danger d'enfants, un délit mineur, condamnés à une probation, des travaux d'intérêt général et des cours de parentalité obligatoire, bien qu'il n'ait plus d'enfants mineurs. La condamnation est devenue un fait public. D'autres clients sont partis. Leur entreprise s'est complètement dissoute en 2 mois. Personne ne voulait de comptable condamné pour mise en danger d'enfants. Ma mère a essayé de trouver du travail ailleurs, mais sa réputation la précédait. Mon père a pris un emploi de magasinier dans une épicerie, le premier travail manuel qu'il faisait depuis des décennies. La fermeture de leur entreprise s'est produite plus vite que je ne l'avais prévu. Leur plus gros client, une entreprise manufacturière avec qui il travaillait depuis 15 ans, a résilié publiquement son contrat. Le PDG a envoyé un email à sa liste de fournisseurs expliquant sa décision, citant des préoccupations éthiques et la nécessité de travailler avec des entreprises qui respectent les valeurs de la communauté. Cet email a largement circulé. D'autres entreprises ont suivi.
Un cabinet dentaire, 2 restaurants, une entreprise de construction, une agence d'assurance. Chaque départ était un clou de plus dans le cercueil. Mes parents ont essayé de sauver ce qui restait, offrant des tarifs réduits, promettant un meilleur service, suppliant presque pour garder leurs clients. Rien n'a fonctionné. Le bureau qu'ils louaient depuis 20 ans a été vidé fin février. Je suis passé devant un après-midi, j'ai vu les fenêtres vides, le panneau « à louer » accroché à la porte. Le nom de leur entreprise, autrefois fièrement affiché sur la vitre, avait été gratté, ne laissant que de vagues contours. Les tentatives de ma mère pour trouver un emploi ont été tout aussi futiles. Elle a postulé dans d'autres cabinets comptables, des services financiers d'entreprise, même des postes de comptable dans de petites entreprises. Chaque entretien se déroulait de la même manière, un intérêt initial, puis la vérification des antécédents, puis la condamnation apparaissait, et soudainement le poste était pourvu ou ils avaient décidé de prendre une autre direction. Elle a finalement trouvé du travail dans un centre d'appel, gérant le service client pour une compagnie d'assurance. 8$ de l'heure, sans avantages sociaux, assise dans un cubicule, lisant des scripts à des gens en colère toute la journée. La femme qui se targuait autrefois de porter des tailleurs de créateurs et d'assister à des galas de charité portait maintenant un casque et se faisait crier dessus par des inconnus pour des problèmes qu'elle n'avait pas créés. L'emploi de mon père à l'épicerie est devenu permanent. Il travaillait le soir, de 18h à 2h du matin. Son dos a commencé à lui faire mal après le premier mois. Ses mains ont développé des callosités. Il avait passé toute sa vie d'adulte derrière un bureau. Et maintenant, à 63 ans, il soulevait des boîtes et organisait des étalages de produits. J'ai appris ces détails non pas parce que je m'en souciais, mais parce que l'information me parvenait quand même. Paula passait de temps en temps, me tenant au courant malgré mon manque d'intérêt. Je pense qu'elle espérait qu'entendre parler de leur souffrance déclencherait de la sympathie, me ferait reconsidérer l'ordonnance restrictive, ou accepter une sorte de réconciliation. Ça n'a jamais été le cas. Ton père est tombé au travail la semaine dernière, m'a dit Paula lors d'une visite en mars. Il a glissé sur un sol mouillé, s'est blessé à la hanche. Il a continué à travailler parce qu'il ne peut pas se permettre de manquer des jours. Ils ont à peine de quoi payer le loyer. C'est malheureux. C'est tout ce que tu as à dire ? Il souffre, il peine à faire un travail que son corps ne peut pas supporter. Tout ça parce que tu as décidé de détruire leur vie. Il souffre parce qu'il a choisi de laisser mes enfants dehors pour qu'ils gèlent. Chaque conséquence à laquelle il est confronté découle directement de ce choix. Je ne l'ai pas obligé à renvoyer Maisie et Ruby. Je ne l'ai pas forcé à dire des choses cruelles à une enfant de 8 ans. Il l'a fait. Lui-même. Les gens font des erreurs, surtout sous pression. Tu sais, ils avaient beaucoup de choses à gérer ce jour-là. Quelle pression ? Qu'est-ce qu'ils géraient qui justifiait d'abandonner 2 jeunes enfants dans un blizzard ? Paula a hésité. Ta mère ne se sentait pas bien. Elle avait une migraine ce matin-là. Peut-être qu'elle ne pensait pas clairement. Une migraine ne rend pas quelqu'un cruel. Ça ne te fait pas dire à tes petits-enfants de ficher le camp. Et si elle était trop malade pour les garder, elle aurait dû m'appeler pour me le dire. Au lieu de ça, elle a accepté de les garder, puis les a renvoyés à la porte. Tu es déraisonnable, impitoyable. Cette vendetta te consume. Ce n'est pas une vendetta. Ce sont les conséquences. Il y a une différence. Une vendetta serait que j'essaie activement de leur faire du mal pour ma satisfaction personnelle. Les conséquences, c'est qu'ils subissent les résultats naturels de leurs actions. J'ai déposé des rapports exacts auprès des autorités compétentes. J'ai dit la vérité aux gens qui avaient le droit de savoir. Le reste est arrivé à cause de ce qu'ils ont fait, pas à cause de ce que j'ai fait. Paula est partie, frustrée, comme toujours. Ces conversations suivaient le même schéma à chaque fois. Elle plaidait leur cause. Je refusais de céder. Elle m'accusait d'être sans cœur. Je lui rappelais ce qui s'était réellement passé. Et nous finissions dans une impasse. Je n'ai rien ressenti en regardant leur monde s'effondrer. Aucune satisfaction, aucune culpabilité, aucun sentiment de justice rendue. Juste la reconnaissance vide que les actions ont des conséquences. Ma sœur a appelé fin mai.
Tu les as détruits. Était-ce vraiment nécessaire? Ils ont failli tuer mes enfants. Ils ont fait une erreur. Les gens font des bêtises. Tu aurais pu leur pardonner. Le pardon ne signifie pas faire semblant que rien ne s'est passé ou les protéger des conséquences. Ils ont fait un choix. J'ai fait le mien. Elle a cessé d'appeler après ça. Apparemment, la loyauté familiale signifiait protéger les coupables plutôt que de soutenir les victimes. Monsieur Fitzpatrick est devenu une présence régulière dans nos vies. L'homme qui a trouvé mes filles et les a sauvées. Nous l'avons invité à dîner, l'avons inclus dans les célébrations d'anniversaire, l'avons traité comme le héros qu'il était. C'était un pompier à la retraite, vivant seul après le décès de sa femme, passant ses journées à faire du bénévolat. Il était sorti pour mettre du sel sur le trottoir verglacé de ses voisins quand il a aperçu les filles. J'ai failli ne pas les voir, m'a-t-il dit une fois. La neige était si épaisse, mais quelque chose m'a fait regarder à deux fois. Une intervention divine, peut-être. Sa présence dans nos vies était comme un cadeau. Quelqu'un qui se souciait véritablement des filles, qui prenait régulièrement de leurs nouvelles, qui tenait ses promesses. Tout ce que mes parents auraient dû être mais n'ont jamais été. Gérald, comme il insistait pour qu'on l'appelle, avait un don avec les filles qui me faisait fondre le cœur. Il ne leur parlait jamais avec condescendance, ne rejetait jamais leurs sentiments, ne faisait jamais de promesses qu'il ne pouvait pas tenir. Quand Maisie faisait des cauchemars, il venait avec du chocolat chaud et lui racontait des histoires de ses jours de pompier, sur le fait d'affronter des situations effrayantes et d'apprendre à être courageux. Être courageux ne signifie pas ne pas avoir peur, lui a-t-il expliqué un soir alors que nous étions tous dans le salon. Ça veut dire que tu as peur, mais que tu fais quand même ce qui doit être fait. Comme quand tu as porté Ruby dans la neige. Tu étais terrifié, mais tu as continué. C'est ça, le vrai courage. Mais il a regardé avec de grands yeux. J'avais si peur. Je ne savais pas où nous étions. Tout se ressemblait. Mais tu n'as pas abandonné. Tu as protégé ta sœur. Tu as continué à avancer même quand tu étais épuisé. Ça demande un courage incroyable. Elle l'a serré fort dans ses bras, enfouissant son visage dans son épaule. David et moi avons échangé un regard. Cet homme, cet étranger qui se trouvait au bon endroit au bon moment, était devenu plus une famille pour nous en quelques semaines que mes parents ne l'avaient été en des décennies. Gérald assistait parfois aux séances de thérapie de Maisie, à la demande de la docteure Hammond. Elle pensait que sa présence pourrait aider Maisie à traiter le traumatisme, à voir qu'il existait de bonnes personnes qui aideraient au lieu de blesser. Il s'asseyait patiemment pendant que Maisie parlait de ses peurs, offrant de temps en temps un doux réconfort. Il y a des gens effrayants dans le monde, lui a-t-il dit lors d'une séance que j'ai été autorisée à observer. Des gens qui font de mauvais choix, qui blessent les autres. Mais il y a beaucoup plus de bonnes personnes, des gens qui aident, des gens qui se soucient. Pour chaque personne qui fait quelque chose de mal, il y en a des dizaines qui font quelque chose de bien. Tu as juste rencontré de mauvaises personnes en premier. Mais maintenant, tu sais. Maintenant, tu sais que la plupart des gens, quand ils voient quelqu'un en difficulté, ils interviennent. Ruby l'adorait complètement. Elle l'appelait Monsieur Gérald, de sa douce voix d'enfant, lui dessinait des fleurs et des arcs-en-ciel, insistait pour qu'il s'assoie à côté d'elle pendant le dîner. Elle ne comprenait pas entièrement ce qu'il avait fait, elle savait juste que c'était quelqu'un de sûr et de gentil. David s'est aussi lié d'amitié avec lui. Il s'asseyait sur la terrasse certains soirs, buvant de la bière et parlant de sport, de travail, de la vie. Gérald n'avait pas d'enfant. Sa femme était décédée d'un cancer 5 ans plus tôt. Il se sentait seul, a-t-il admis une fois, avant que nous n'entrions dans sa vie. Vous m'avez redonné un but, nous a-t-il dit lors d'un dîner en avril. Faire partie de votre famille, voir les filles grandir, ça signifie tout pour moi. J'existais simplement avant. Maintenant, je revis. Nous avons officialisé les choses en mai. Nous avons rédigé des documents faisant de lui le parrain des filles, lui donnant l'autorité légale de prendre des décisions si quelque chose nous arrivait, à David et moi. Il a pleuré quand nous le lui avons annoncé, de grosses larmes coulant sur son visage buriné. Je n'aurais jamais pensé avoir de nouveau une famille. Merci pour ça,
pour m'avoir fait confiance avec quelque chose de si précieux. Vous les avez sauvés, ai-je simplement dit. Vous avez gagné cette confiance de la manière la plus profonde qui soit. Mais il le serrait constamment dans ses bras, l'appelait Monsieur Gérald, lui faisait des dessins, lui écrivait des mots de remerciement de son écriture soignée d'enfant de 8 ans. Ruby l'appelait, le gentil monsieur qui nous a trouvés. L'été est arrivé. Les cauchemars de Maisie se sont estompés, bien qu'elle soit restée méfiante envers les nouvelles personnes et les situations inconnues. Ruby se souvenait à peine de l'incident, son jeune esprit la protégeant du traumatisme. David a repris le travail à plein temps, ses blessures complètement guéries. Mes parents ont essayé de nous contacter par des intermédiaires, ont envoyé des lettres par ma tante, laissé des messages à de vieux amis de la famille, ont même engagé un médiateur. J'ai tout ignoré. Certains ponts ne méritent pas d'être reconstruits. Les lettres continuaient d'arriver malgré mon silence. Paula me les remettait lors de ses visites, insistant pour que je les lise au moins. Je les ai jetées sans les ouvrir pendant les premières semaines. Finalement, la curiosité l'a emporté. J'en ai ouvert une. C'était l'écriture de ma mère, tremblante et incertaine. Ma très chère fille. Je sais que tu es en colère. Je sais que nous vous avons blessé, toi et les filles, mais nous sommes tes parents. Nous t'avons élevé. Est-ce que ça ne compte pas? Est-ce que toutes ces années ensemble ne signifient pas que tu devrais nous donner une autre chance? Nous souffrons tellement. Nous avons tout perdu. S'il te plaît, trouve dans ton cœur la force de nous pardonner. Nous t'aimons. Nous aimons Maisie et Ruby. Nous avons fait une terrible erreur et nous la payons chaque jour. S'il te plaît, réponds. S'il te plaît, laisse-nous arranger ça. Avec tout notre amour, maman. Je l'ai lu 2 fois. Cherchant de véritables excuses. Cherchant la reconnaissance de ce qu'ils avaient spécifiquement fait de mal. Cherchant la moindre indication qu'ils comprenaient la gravité de leurs actes. Je n'ai rien trouvé. Juste des références vagues à des erreurs et à la souffrance, ainsi que des tentatives de me faire culpabiliser en mentionnant le fait qu'ils m'avaient élevé et qu'ils aimaient les filles. L'amour. Ils utilisaient ce mot si facilement, comme s'il signifiait quelque chose venant de personnes qui abandonnent des enfants dans le froid glacial. J'ai jeté la lettre et ignoré toutes les suivantes. La médiatrice a appelé directement un jour. Une femme nommée Teresa, avec une voix douce et une nature persistante. Vos parents veulent s'excuser, réparer les choses. Ils traversent une période difficile. Ma fille de 3 ans s'est effondrée d'hypothermie. Ma fille de 8 ans a failli mourir en essayant de sauver sa sœur. Elles sont traumatisées. Où était l'inquiétude de mes parents pour les périodes difficiles à ce moment-là? Les gens font des erreurs dans des moments de stress. Peut-être qu'ils ne pensaient pas clairement. Alors on ne devrait pas leur confier des enfants vulnérables, ce qui est exactement ce que le tribunal a décidé. Teresa a essayé encore quelques fois, puis a abandonné. La sœur de ma mère, que j'avais toujours aimée, a appelé en août. Tes parents sont en train de perdre leur maison. La faillite de l'entreprise, les frais de justice, tout. Ils sont ruinés. C'est malheureux. Tu pourrais les aider. Tu gagnes bien ta vie. Je gagne bien ma vie et je l'utilise pour soutenir ma vraie famille et payer la thérapie de ma fille. C'est aussi leur famille. Une famille ne laisse pas des enfants mourir de froid. La conversation s'est mal terminée. Une autre relation sacrifiée, mais je n'ai ressenti aucun regret. Ma sœur a finalement appelé fin mai. Nous ne nous étions pas parlé depuis l'incident. Elle était restée remarquablement silencieuse. Aucun soutien, aucune condamnation, juste une absence totale. Maintenant, soudainement, elle avait des opinions. J'ai entendu parler de maman et papa, de la fermeture de l'entreprise, des boulots qu'ils font. Tu leur en as vraiment fait voir. C'est eux qui en ont fait voir à mes filles. Ou tu as oublié cette partie? Je ne dis pas que ce qu'ils ont fait était bien, mais détruire complètement leur vie, les couper entièrement. Ça semble extrême. Quelle aurait été la réponse appropriée, selon toi? Aurais-je dû simplement accepter qu'ils abandonnent mes enfants dans un blizzard? Peut-être leur envoyer un email bien senti? Tu aurais pu gérer ça en privé.
Thérapie familiale, médiation, quelque chose qui n'impliquait pas l'humiliation publique et des accusations criminelles. Ils ont commis un crime. Je l'ai signalé. Ce n'est pas de la vengeance. C'est une responsabilité civique de base. Tu es allé au-delà du signalement. Tu as systématiquement détruit leur entreprise, leur réputation, leur vie entière. Tu voulais qu'ils souffrent. Je voulais qu'ils subissent les conséquences. Si la souffrance accompagnait ces conséquences, c'est de leur faute. Ils ont choisi leurs actions. J'ai choisi de m'assurer que ces actions aient des résultats appropriés. Ce sont tes parents. Est-ce que ça ne compte pas du tout pour toi? Être parent n'est pas un bouclier contre la responsabilité. Ils n'ont pas un laissez-passer pour mettre des enfants en danger simplement parce qu'ils sont biologiquement liés à moi. En fait, c'est pire. Ils connaissaient Maisie et Ruby. Ils les ont rencontrés. Les ont tenus dans leurs bras quand elles étaient bébés, ont été présents aux anniversaires et aux fêtes. Ils savaient exactement qui ils renvoyaient. Ma sœur a soupiré lourdement. Je pense juste que tu fais une erreur. Un jour, tu le regretteras. Un jour, ils ne seront plus là et tu regretteras de ne pas leur avoir pardonné quand tu en avais l'occasion. Peut-être. Ou peut-être qu'un jour Maisie me demandera pourquoi j'ai laissé les gens qui l'ont blessé revenir dans nos vies et je devrais lui expliquer que j'ai accordé plus de valeur à la biologie qu'à sa sécurité. Quel scénario te semble le plus susceptible de mener au regret? Elle n'a pas eu de réponse à ça. La conversation s'est traînée encore quelques minutes avant de se terminer. Nous ne nous sommes pas reparlés depuis. Mes parents ont vendu leur maison en septembre et ont emménagé dans un petit appartement à l'autre bout de la ville. Mon père a gardé son travail à l'épicerie. Ma mère a trouvé un travail à temps partiel pour nettoyer des bureaux. Leurs amis se sont progressivement éloignés, ne voulant pas être associés à des personnes condamnées pour mise en danger d'enfants. Octobre a apporté le 9e anniversaire de Maisie. Elle voulait une fête avec ses amis de l'école, un château gonflable et un gâteau au chocolat. Nous lui avons organisé la célébration qu'elle méritait, entourée de gens qui l'aimaient et ne lui feraient jamais de mal. Monsieur Gérald est venu, lui a apporté une peluche et une carte. Elle rayonnait. En la regardant rire et jouer, j'ai pensé à mes parents. Ils n'assisteraient plus jamais à une fête d'anniversaire d'un petit enfant, ne seraient plus jamais les bienvenus aux fêtes de fin d'année ou aux réunions de famille, ne verraient jamais leurs petits-enfants grandir. Ils avaient renoncé à tout cela pour un moment de cruauté, une décision inexplicable de renvoyer 2 jeunes enfants. La fête a duré 4 heures. 15 enfants courant dans notre jardin, sautant dans le château gonflable, mangeant du gâteau, ouvrant des cadeaux. Normal, joyeux, sûr. Tout ce que l'enfance devrait être. L'une des amies de Maisie, une fille nommée Taylor de sa classe, m'a prise à part à un moment. Madame Anderson, Maisie m'a raconté ce qui s'est passé à Noël dernier. À propos de ses grands-parents. C'est vraiment effrayant. Ça l'était. Mais elle va bien maintenant. Elle est en sécurité. Ma grand-mère ne ferait jamais ça. Elle me fait des biscuits et me laisse veiller tard pour regarder des films. Pourquoi les grands-parents de Maisie seraient-ils si méchants? Comment explique-t-on la cruauté à une enfant de 9 ans? Comment donner un sens à l'insensé? Parfois, les gens font de très mauvais choix. Des choix qui blessent les autres. Les grands-parents de Maisie ont fait un choix terrible et maintenant ils ne peuvent plus faire partie de sa vie. C'est triste. Mais au moins elle a Monsieur Gérald maintenant. Il est vraiment gentil. Il nous a appris un tour de magie au déjeuner hier. Gérald s'était porté volontaire pour accompagner une sortie scolaire la semaine précédente. Il a passé la journée à divertir les enfants, à veiller sur leur sécurité, à être exactement ce que des grands-parents devraient être. L'ironie ne m'a pas échappé. Alors que la fête se terminait et que les parents venaient chercher leurs enfants, plusieurs m'ont remercié. Une mère, avec qui j'étais devenue amie grâce aux événements scolaires, est restée après le départ de son fils. Je voulais vous dire quelque chose, a-t-elle dit doucement. Après tout ce qui est arrivé l'année dernière avec vos filles, j'ai eu une longue discussion avec ma mère. Nous avions eu quelques problèmes, rien de comparable à ce que vous avez vécu, mais des tensions. Je lui ai dit que si jamais elle faisait quoi que ce soit pour blesser mes enfants, je couperais complètement les ponts.
Votre force m'a inspiré à fixer des limites claires. Merci de me dire ça. Ça aide de savoir que quelque chose de positif est sorti de quelque chose de si horrible. Vous avez protégé vos enfants. C'est ce que font les bonnes mères. Quiconque vous critique pour cela ne mérite pas d'être écouté. Certains pourraient dire que ma réponse était disproportionnée, que je suis allé trop loin, que j'ai trop détruit. Mais ces gens n'ont pas vu les lèvres bleues de Maisie quand je l'ai trouvée dans ce lit d'hôpital. N'ont pas entendu les gémissements de Ruby sur le fait d'avoir si froid. N'ont pas été témoins des cauchemars ou des séances de thérapie ou de la peur qui a persisté dans les yeux de ma fille pendant des mois. Mes parents ont choisi la cruauté. J'ai choisi les conséquences. Novembre est arrivé avec une neige précoce. Maisie regardait les flocons tomber depuis la fenêtre de notre salon. Maman, tu te souviens à Noël dernier quand Ruby et moi on s'est perdus dans la neige? Je me souviens, ma chérie. J'avais vraiment peur. Mais on est en sécurité maintenant, n'est-ce pas? Vous êtes en sécurité. Je te promets que vous serez toujours en sécurité. Elle a hoché la tête, satisfaite, et est retournée à son livre de coloriage. Ruby chantonnait pour elle-même sur le sol, construisant des tours de blocs et les faisant tomber, insouciante et heureuse. David a passé son bras autour de moi. Aucun regret? Aucun. Et toi? Pas un seul. Les fêtes approchaient. Nous avions des projets avec des amis, avec la famille de David, avec Monsieur Gérald, qui était devenu comme un grand-père pour les filles. Noël serait joyeux cette année. Chaleureux, sûr, tout ce qu'il devrait être. Mes parents existaient quelque part, vivant avec les conséquences de leur choix. Je ne pensais plus beaucoup à eux. Ils étaient devenus insignifiants, les fantômes d'un passé que j'avais dépassé. La sonnette a retenti un soir de début décembre. Une livraison, une grande boîte adressée aux filles d'un expéditeur inconnu. Je l'ai ouverte avec précaution, méfiante. À l'intérieur se trouvaient des cadeaux emballés, une carte. L'écriture était celle de ma mère. À nos petites filles bien-aimées, nous sommes tellement désolés. S'il vous plaît, pardonnez-nous. Avec amour, mamie et papy. J'ai tout jeté à la poubelle sans déballer un seul cadeau. Je n'ai rien dit aux filles. Elles n'avaient pas besoin de rappel des gens qui les avaient blessées. Mon téléphone a sonné 1 heure plus tard. Ma mère, en larmes. As-tu reçu les cadeaux? S'il te plaît, laisse-nous les voir. S'il te plaît, donne-nous une chance. Non. Nous avons tout perdu. Notre entreprise, notre maison, notre réputation. N'avons-nous pas été assez punis? Vous avez perdu ces choses à cause de ce que vous avez fait. Les actions ont des conséquences. C'est vous qui me l'avez appris en grandissant. Je ne fais qu'appliquer la leçon. Nous avons fait une erreur, une mauvaise décision dans un moment de stress. Est-ce que cela mérite une vie de punition? Vous avez laissé mes enfants mourir. Ce n'est pas une erreur. C'est un choix. Vous avez choisi la cruauté, et j'ai choisi de protéger ma famille de personnes capables d'une telle cruauté. S'il te plaît, nous t'en supplions. Au revoir. J'ai bloqué le numéro, changé nos codes de sécurité, dit à l'école des filles que mes parents ne devaient jamais venir les chercher ou avoir le moindre contact. J'ai ajouté leur nom à la liste des personnes interdites à l'hôpital où David avait ses rendez-vous de suivi. Chaque porte possible fermée, chaque pont brûlé, chaque lien rompu. Le matin de Noël est arrivé, lumineux et froid. Les filles se sont réveillées excitées, ont couru en bas pour trouver les cadeaux sous le sapin. David a fait des pancakes. Monsieur Gérald nous a rejoints pour le petit déjeuner, apportant des biscuits faits maison et des blagues nulles qui ont fait rire les filles. Nous avons ouvert les cadeaux, chanté des chants de Noël, passé la journée dans la chaleur, l'amour et la sécurité. Personne n'a mentionné le Noël précédent. Personne n'a parlé du froid, de la peur ou de l'hôpital. Nous avions avancé, construit quelque chose de nouveau sur les cendres de ce qui était brisé. Plus tard ce soir-là, après que les filles soient allées se coucher, je me tenais sur notre porche en regardant la neige tomber. David m'a rejointe, m'a tendu un chocolat chaud. Nuit paisible. Oui.
Tu penses qu'ils finiront par arrêter d'essayer de te contacter? Quand ils réaliseront que c'est vraiment fini? Finalement. Tu penses que tu changeras d'avis un jour? Les laisseras revenir? J'ai siroté le chocolat, réfléchi à la question. Non. Certaines choses ne peuvent être pardonnées. Certains dommages ne peuvent être réparés. Ils m'ont montré exactement qui ils étaient, et je les crois. C'est juste. Nous sommes restés dans un silence confortable, regardant notre rue tranquille, notre maison décorée, la lumière chaude qui s'échappait de nos fenêtres. À l'intérieur, nos filles dormaient en toute sécurité. Elles grandiraient en sachant qu'elles étaient protégées, que leur mère déplacerait des montagnes pour les garder en sécurité, que la cruauté ne serait pas tolérée, peu importe de qui elle venait. Mes parents ont fait leur choix ce jour de Noël. Ils ont choisi de renvoyer 2 jeunes enfants, de claquer une porte au nez de leur propre petite fille, de valoriser ce qui motivait cette cruauté au détriment de la décence humaine la plus élémentaire. J'ai fait mon choix aussi. J'ai choisi mes filles. J'ai choisi les conséquences. J'ai choisi de démanteler la vie des personnes qui ont failli mettre fin à la vie de mes enfants. Les gens pourraient juger ce choix, le qualifier de vengeance, d'excessif, d'impitoyable. Mais ces gens n'ont pas porté leur enfant de 3 ans aux urgences. N'ont pas regardé leur enfant de 8 ans sangloter d'avoir été abandonné dans le froid glacial. N'ont pas promis à leurs enfants qu'ils seraient toujours en sécurité, puis travaillé sans relâche pour que cette promesse devienne réalité. Je dors bien la nuit. Mes filles sont en bonne santé et heureuses. Mon mari est rétabli et fort. Nous avons construit une vie remplie de gens qui se soucient vraiment de nous, qui sont là quand on a besoin d'eux, qui ne rêveraient jamais de faire du mal à des enfants. Mes parents n'ont rien construit, ont tout perdu. Ils affrontent chaque jour en sachant qu'ils ont détruit leur propre vie par leurs propres actions. Pour moi, c'est ça la justice. Une justice parfaite, complète, indéniable. La neige continuait de tomber, recouvrant notre rue de blanc. Demain apporterait un autre jour de travail, d'école, de vie normale. Les filles joueraient. David préparait le dîner. Monsieur Gérald passerait probablement avec d'autres blagues nulles. Nous continuerions à construire notre existence heureuse et sûre. Et mes parents continueraient à vivre avec ce qu'ils avaient fait, chaque jour pour le reste de leur vie, portant le poids d'avoir failli tuer 2 enfants et d'avoir absolument tout perdu à cause de cela. Certaines personnes méritent la rédemption. Certaines méritent le pardon. Certaines méritent une seconde chance. Mes parents ont mérité exactement ce qu'ils ont eu. Rien de plus, rien de moins. Et je n'ai ressenti absolument aucune culpabilité à le leur avoir donné.